Et Eric, je te laisse te présenter en attendant. Bonjour à tous. Donc, petite transition avec Simon, puisqu'on ne va pas parler de soft skills, mais on va effectivement, comme le disait Christophe, parler de marque employeur. Donc, moi, je suis Eric Gelé, je suis le VP Europe du Sud de Smart Recruiters. Voilà, donc j'ai ouvert le bureau de Smart il y a 5 ans à Paris. On a démarré l'Europe et on sera bientôt 800 personnes à la fin de l'année 2022. C'est le plan de recrutement. On est 500 aujourd'hui, donc voilà, une belle croissance. Super. Un beau succès pour nous. Aurélie, tu peux te connecter? Super, bonjour Aurélie. Bonjour. Je vais te laisser te présenter. J'ai senti un peu de stress dans la voix de Christophe, mais ça va. Tout va bien. Je suis dans les temps, je suis connectée depuis la présentation de Simon, j'ai toute la Bon, ravi de vous rencontrer tout le monde. Je suis ravie d'avoir été invitée pour vous présenter aujourd'hui un petit sujet sur la marque employeur. Donc moi, je suis Aurélie Lamy-Ducasse. Je suis Talent Acquisition Manager chez Assess First, donc je travaille dans la même entreprise que Simon qui est intervenu juste avant. Je m'occupe de toute la gestion développement RH et recrutement et je suis arrivée il y a à peu près 2 ans après quelques années en cabinet de recrutement. Putain, je finis juste un réglage. C'est bon, c'est parti. Et donc, vous allez nous parler de l'impact de la crise et surtout des nouveaux enjeux en matière de marque employeur. Et je vous laisse démarrer. Ça marche, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la marque employeur, c'est un concept qui existe déjà depuis, je dirais, peut-être une quinzaine, voire une vingtaine d'années, début des années 2000 à peu près. À l'époque, la marque employeur, c'était plutôt associé à de la communication. L'idée, c'était un petit peu de montrer à l'extérieur ce qui se passait à l'intérieur. Le fait est qu'avec les années, ça a pas mal évolué. On a commencé à entendre parler de marketing RH, de marketing du recrutement, mais c'est un concept qui restait malgré tout assez flou parce que difficilement actionnable. On ne savait pas trop quel sujet travailler, quel type de chantier mettre en place pour vraiment travailler la marque employeur. Et je pense qu'on est tous passés par là, mais la crise de l'année dernière a accéléré très, très, très fortement les choses et l'intérêt qu'on pouvait avoir pour le marketing RH et la marque employeur. On est passé par une période de transformation et de changement accéléré très, très rapide avec une crise économique, une crise sanitaire, une crise sociale, une automatisation d'un certain nombre de sujets, de métiers, de compétences qui deviennent plus rapidement obsolètes. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les personnes en emploi, elles ont eu le temps. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient en chômage partiel. Il y a des personnes à qui on a dû mettre fin à leur poste. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont posé cette question de pourquoi est-ce que je travaille dans cette entreprise? Pourquoi est-ce que je fais ça au quotidien? Quel est le sens que je donne à ma carrière? Qu'est-ce que je cherche aujourd'hui dans l'entreprise? Et je dirais qu'il y a eu une espèce de prise de conscience très accélérée, même si la question se posait déjà depuis quelques années, sur qu'est-ce que les entreprises doivent fournir aux salariés, aux employés, aux collaborateurs et même aux candidats pour qu'on retrouve un espèce d'équilibre dans les recherches. Aujourd'hui, et je pense que vous l'avez peut-être constaté, vous, dans les candidatures que vous pouvez recevoir ou les échanges que vous pouvez avoir avec les collaborateurs, avec les candidats, mais je dirais qu'il y a eu un changement, un drift même dans les attentes des candidats. Ils sont aujourd'hui davantage en recherche de transparence, d'éthique, de recherche de sens dans ce qu'ils vont faire au quotidien. Je mets un petit peu d'eau dans mon vin, c'est peut-être pas forcément applicable à tous les métiers, à toutes les industries et à toute typologie de métiers. Mais en tout cas, dans le contexte d'Assess First, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Il y a eu un changement dans la manière dont les candidats approchent en fait les entreprises et candidates et les attentes qu'ils vont avoir. Donc Eric, est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça? On peut peut-être passer sur le slide, ce slide-là qui était... Alors, on n'a pas fait, comme vous le voyez, on a fait 4-5 slides, donc on ne va pas vous abreuver de slides. Par contre, un petit récap, ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce diagramme, ce schéma, c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Capelli et Peter Capelli, c'est extrait d'un article qui s'appelle le New Deal at Work. C'est un petit résumé des attentes autour de la marque employeur. Alors, comme le disait Aurélie, ce n'est pas du tout un concept nouveau, hein, tout le monde en parle régulièrement. Maintenant, il revient, certaines entreprises semblent redécouvrir son importance, notamment pour attirer des talents. Donc, en petite synthèse, il l'a découpé en le modèle a changé. On parlait évidemment, nos parents ont connu l'emploi à vie. Dans les années 2000, on parlait, c'était évidemment la fin de l'emploi à vie.
Aujourd'hui, les jeunes, je ne vais pas rentrer dans les générations X, Y, mais les jeunes sont prêts au nomadisme, voire recherchent ce nomadisme. Idem sur la vision, hein, on est passé d'une vision long terme à une vision très court-termiste. Aujourd'hui, on parle de zapping professionnel. On n'hésite pas à changer de métier, changer de carrière, changer de région, changer de ville, changer de pays, changer de tout. Donc, on est sur un vrai zapping professionnel. Et c'est un peu pareil au niveau du développement des compétences. Avant, on était sur de la formation classique. Aujourd'hui, c'est chaque employé doit être responsable et se sentir responsable de son employabilité. Donc, tout ça fait une carrière qui parfois va être chaotique par rapport à nos parents qui avaient des carrières assez linéaires. Idem sur la rémunération, hein. Je pense que là, il n'y a pas de surprise aussi. On est sur des packages qui varient, qui sont très évolutifs par rapport à des rémus qui étaient assez classiques dans le temps. Et évidemment, tout ça modifie la relation avec l'employeur, tout ça modifie la marque employeur, et tout ça crée soit de la méfiance, et du coup, pour attirer les talents, on va évidemment, les entreprises, Aurélie parlait d'éthique, les entreprises vont plus communiquer sur un profil de poste, un job description, comme on dit, mais elles vont plutôt parler de leur entreprise, de leur projet, de leur culture et souvent des fameuses valeurs de l'entreprise. Donc là aussi, on revient sur donner du sens, donner des valeurs, parler de son ambiance de travail. Alors, on l'a vu aussi il y a quelques années, il ne suffisait pas de mettre un baby-foot dans le hall pour créer une ambiance de travail et faire que c'était une boîte cool. Donc là aussi, en dehors du travail, les aspects ont changé. Aujourd'hui, on parle souvent, les réseaux sociaux ne sont pas anodins là-dedans, et on parle, je ne sais pas si tout le monde a en tête les chiffres ou les idées ou les années, mais 2006 c'est Facebook, Twitter 2004 également, 2008 Glassdoor. Avant, il n'y avait rien sur les entreprises. Il y avait des bruits, mais il n'y avait pas de réputation. Aujourd'hui, on en a Glassdoor. Beaucoup de CEO, pilotes avec Glassdoor sont un peu terrorisés par ce qu'ils voient sur Glassdoor. Donc, c'est un vrai sujet, la réputation et l'engagement. Et du coup, ça influe sur la marque employeur. Donc, comment on va faire avancer les candidats? Tu veux que je continue un petit peu sur la marque employeur aujourd'hui, Aurélie, ou tu veux qu'on rebascule sur le sens? Donc, moi, je peux dire un mot aussi sur la transparence. Évidemment, aujourd'hui, au niveau des entreprises, on va être très en recherche de transparence dans son offre. Hein, on va essayer d'attirer les profils ou les candidats qu'on cherche, mais on va aussi essayer d'écarter les candidats dont on ne veut pas, notamment de par une meilleure communication dans l'offre. On va aussi essayer évidemment d'offrir de la transparence dans son process de recrutement, par plus d'interaction, par plus de rapidité. On va essayer d'augmenter la qualité des échanges avec des choses qui vont être moins automatisées ou moins anonymisées. Là aussi, c'est des choses qui vont être extrêmement appréciées de par les candidats pour attirer les candidats. La marque employeur, on a parfois aussi ce réflexe de se dire ça concerne l'extérieur de mon entreprise. Alors qu'en fait, c'est aussi important pour fidéliser ses propres collaborateurs. C'est aussi très important pour dissuader ses employés et ses équipes de rejoindre la concurrence. Ça, c'est souvent aussi un aspect qui n'est pas toujours forcément maîtrisé. On pense toujours marque employeur, on pense à l'extérieur. Or, on s'aperçoit que c'est bien souvent aussi un sujet interne pour éviter que ces troupes partent à la concurrence. J'ai envie de poser une question au public là. Est-ce que vous pensez dans vos entreprises que la notion de marque employeur a été complètement transformée par l'impact de la crise? Est-ce que vous ressentez aujourd'hui des modifications de comportement auprès des candidats? Vous pouvez répondre dans le chat et nous donner un peu de retour d'expérience sur ce que vous vivez sur le terrain, quoi. Je pense que Assess First est encore mieux placé que Smart pour parler de cet impact avec la crise, qui est le Remote First. Vous en avez fait quasiment une baseline chez Assess First. Ça, c'est un impact fort parce qu'aujourd'hui, les entreprises communiquent en disant les postes qu'on recherche, ils peuvent être n'importe où. Et on cherche des gens un peu partout dans le monde ou dans toutes les régions. Et il n'y a plus de ces contraintes géographiques comme on l'a pu les connaître avant la crise. Donc, Aurélie et Assess First sont encore mieux placés que nous, puisque nous, on est remote, mais eux, ils sont remote first, puisqu'ils n'ont plus de bureau. Alors, on a Marie, Lila,
Sabrina qui nous disent oui, il y a des modifications. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Alors, quand je vois aucun changement dans mon entreprise, je me dis qu'en effet, les changements au niveau de la marque employeur, peut-être qu'ils ne sont pas visibles en tant que collaborateur en interne. En tout cas, moi, l'impact que j'ai vu sur la différence de marque employeur, c'est plutôt au niveau candidat. Les échanges aujourd'hui que j'ai avec les candidats, ce n'est plus les mêmes que ceux que j'avais il y a peut-être même 2 ou 3 ans avec d'autres candidats. Le discours a changé, les attentes ne sont plus les mêmes. Je dirais qu'il y a une espèce de... Alors, ça dépend des métiers, hein, je préfère préciser tout de suite, mais les candidats sont plus confiants dans l'affirmation de ce qu'ils vont rechercher chez les entreprises qu'ils ne l'étaient avant. C'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire qu'ils ont moins peur de dire j'ai envie de ça, je préfère ici. C'est ça que tu veux dire? C'est l'impression que j'ai en effet d'avoir des candidats qui n'ont pas de problème à me dire qu'ils préfèrent par exemple interrompre le process ou ne pas postuler pour telle ou telle raison en fonction de ce qu'ils ont pu voir dans une annonce. Eric parlait de transparence. Typiquement, je sais qu'un des critères qui est très important pour les candidats aujourd'hui, c'est d'avoir par exemple la rémunération affichée sur les offres d'emploi. À l'époque, c'était en effet une requête, mais ce n'était pas un critère essentiel pour les candidats. Ils postulaient quand même. Aujourd'hui, j'ai des candidats qui me disent si je ne vois pas la rémunération, honnêtement, moi, je passe à autre chose. Alors, on a la question classique de Catherine qui demande si c'est significatif des millennials ou si... moi, je ne pense pas personnellement. Je pense que c'est... Je pense que c'est intergénérationnel, mais... Ouais, ça a démarré par les millennials, sans doute, hein, la génération Y et autres, qui poussaient sur plus de valeur, plus de sens. Aujourd'hui, justement, avec la crise, je pense qu'il y a une prise de conscience un peu partout. Des gens qui se disent est-ce que ça a du sens ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Et pourquoi... Donc, je pense que ça touche toutes les tranches aujourd'hui. Sandra nous dit pour certains, nous ne sommes plus dans l'équilibre. Ouais, alors moi je pense qu'il y a cet aspect où beaucoup de personnes ont fait un peu d'introspection là pendant les 15 derniers mois et se disent finalement j'ai envie d'aller au sport à 17h, j'ai envie d'aller chercher mon enfant à l'école, j'ai envie... Et voilà, il y a une redistribution des cartes aussi au niveau des priorités, vraiment au niveau individuel qui impacte aujourd'hui directement les entreprises. Il y a une redistribution des priorités en fait des individus tout simplement. Exactement. Et honnêtement, c'est exactement ce qu'on a repéré avec Eric. En fait, les 3 grands points qu'on a pu constater qui ont vraiment été transformés depuis la crise, c'est justement la recherche de flexibilité et tout ce qui va avec, qu'on va vous décrire. Justement, la recherche de valeurs, de sens, d'éthique, de morale dans le quotidien et aussi la transparence qu'il a mentionné un petit peu plus tôt. Et justement, sur la flexibilité, en l'occurrence, Assess First, c'est plutôt un bon exemple à ce niveau-là, mais on ne peut pas faire de notre cas une généralité parce qu'en effet, nous, avec la crise, on a pris cette décision de passer en remote définitif. Donc, nous, on est en télétravail 100% du temps. Je travaille de chez moi 5 jours sur 5. Tu es arrivé quand chez Assess First, Aurélie? Comment? Tu es arrivé quand chez Assess First? Je suis arrivée quand il y avait encore des bureaux, en septembre 2019. Donc moi, j'ai fait 6 mois de bureau, puis après, la Covid est arrivée, on est passé en confinement comme tout le monde, confinement que j'ai particulièrement mal vécu, et quand Assess First a décidé en juillet de l'année dernière de passer en remote, je vous avoue que moi, j'ai eu peur. Moi, j'ai eu très, très peur. Parce que moi, j'aimais bien les moments d'échange en bureau, les rencontres, le moment café, etc. Donc, j'étais particulièrement angoissée, et comme beaucoup de personnes sont inquiètes de la situation d'Assess First, se disent « Mais comment vous faites pour être 5 jours sur 5 chez vous tout le temps et ne jamais vous voir ?» J'ai appris personnellement à faire des compromis sur ce que je voulais et certaines personnes parlaient notamment d'équilibre vie pro, vie perso. Honnêtement, j'ai gagné en équilibre vie pro, vie perso de manière significative depuis qu'on est passé en full remote. Et après, là, je parle de full remote, mais ça marche aussi dans un contexte hybride avec peut-être 2-3 jours de télétravail dans la semaine. Ça permet d'avoir un mode de travail asynchrone et aujourd'hui c'est ce que les candidats ils vont rechercher justement pour cet équilibre vie pro vie perso. Tu parlais d'aller faire son sport à 17h, d'aller chercher ses enfants, de prendre son rendez-vous médical dans la matinée sans avoir besoin de poser sa demi-journée. C'est quelque chose qui apporte une sérénité absolument exceptionnelle. Typiquement, moi je suis quelqu'un qui ne suis pas du matin. En l'occurrence, me lever ce matin avec ça, c'est pas le cas partout, hein. C'est peut-être le cas dans ton entreprise, mais tu as d'autres entreprises où le télétravail ne veut pas dire j'ai le droit de prendre un rendez-vous. Je ne peux pas faire de notre cas chez Assess First une généralité.
Normalement, en tout cas, le remote est censé apporter un petit peu plus d'équilibre parce que déjà, on n'a pas le commute, on n'a pas le déplacement qui peut-être vous prenez 1 heure de métro le matin, 1 heure de métro le soir, qui vous permet de passer plus de temps avec vos enfants ou votre famille, ou peu importe, de vous dégager du temps pour des activités personnelles que vous n'auriez pas eu le temps de faire si vous aviez été dans les bureaux. C'est plus dans ce sens-là, en effet, l'équilibre que peut vous apporter le remote. Dans le cadre de Salesforce, on a poussé le truc en effet à son extrême, puisqu'on a vraiment voulu pousser cet aspect asynchrone en vraiment proposant à chacun de prendre son rythme personnel, son rythme de travail naturel. J'ai expliqué, moi je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout du matin. Me lever tôt, c'est compliqué. Je suis quelqu'un plutôt de la nuit. Pour moi, ça a été naturel de décaler en fait mon cycle de travail, de commencer plus tard dans la journée et de finir plus tard le soir. Ouais. C'est l'équilibre personnel que je me suis trouvé. Et ça me convient très très bien. Je suis beaucoup plus efficace comme ça que quand j'avais des horaires de bureau classiques à me déplacer. Eric, tu es en full remote aussi de ton côté, non? Non, nous on est libre en fait. Chez Smart, on a pris le parti de dire faites comme vous voulez. Donc on a des bureaux. Et les gens, il y en a qui vont tout le temps au bureau parce qu'ils sentent mieux d'aller au bureau. Il y en a qui vont jamais au bureau. Il y en a qui passent au bureau de temps en temps. On y est régulièrement pour des réunions, pour des échanges. Donc c'est un petit peu un balancier. Chacun il met le curseur où il veut. Ça dépend aussi des périodes. Si on a plein de rendez-vous, peu de rendez-vous, beaucoup de choses à dire ou à faire. Donc moi je trouve que c'est un bon équilibre. Ça nous permet aussi d'attirer des talents qui ne sont pas forcément… Moi, j'ai beaucoup de gens en région que je n'aurais pas embauché il y a 5 ans, 10 ans, parce qu'avoir un commercial basé à Bordeaux, c'est toujours compliqué quand beaucoup de choses se passent autour de Paris. Et aujourd'hui, j'ai des gens à Madrid, en Bretagne, en Sud-Ouest, un peu partout. Donc, c'est vraiment… Ça donne une certaine flexibilité pour l'entreprise, ça donne une certaine flexibilité pour… on n'a pas encore parlé de diversité, mais ça donne de la diversité puisqu'on peut recruter des gens qui habitent un peu partout et on n'est pas toujours dans le même clone d'embauche. Donc ça c'est, moi je trouve en termes pour les managers, pour les entreprises c'est génial, pour les employés c'est génial parce qu'ils peuvent trouver, on leur offre cette fidélité en plus parce que évidemment quelqu'un qui travaille dans nos structures, alors là encore, on ne peut pas généraliser, mais quelqu'un qui travaille dans nos structures, on lui offre la possibilité d'aller bosser où il veut, c'est génial. Il ne va pas forcément changer tout de suite en se disant je vais faire la même chose ailleurs, mais voilà, on offre toutes ces flexibilités-là. Je pense que c'est dans les deux sens. Donc, les collaborateurs se sentent plus engagés et en même temps, l'entreprise, voilà. Je trouve que ce qui a changé aussi, c'est le management, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui étaient beaucoup dans le contrôle, il va falloir changer parce qu'aujourd'hui avec le remote c'est pas le même type de management, donc on est moins dans le contrôle, on est dans la confiance et avoir des gens en télétravail c'est faire confiance aussi aux gens et on sait que les gens ils bossent, ils sont beaucoup plus productifs bien souvent en télétravail que même s'ils mettent en route une machine à laver à 11h, c'est pas très grave, ça prend 3 minutes versus faire 20 minutes de pause café, voilà. Donc je pense que le management va changer, la façon de faire confiance aux collaborateurs va changer. On va être vraiment sur des objectifs plus que sur un contrôle des horaires. Ça n'a pas de sens Ça dépend des métiers, encore une fois, mais dans beaucoup de nos métiers, ça n'a pas de sens de contrôler si vous faites 36, 39 ou 42 heures. L'important, c'est que les tâches soient faites et que les objectifs soient atteints. Le reste, est-ce que c'est vraiment important? Je pense que tout ça contribue au changement de valeur. Les jeunes, les millennials, puisque c'était le début de la question, sont très sensibles à ça. Tu as raison sur un truc. Quand je suis en télétravail, je me rends compte que je bouge pas de ma chaise. Quand je suis au bureau, effectivement, il y a du monde, donc je peux des fois discuter pendant une demi-heure, même sur une pause, pas forcément parler de boulot, quoi. C'est vrai que a priori, on est quand même plus efficace en télétravail. Je ne sais pas s'il y a des études qui le mesurent. Peut-être que dans nos auditeurs, il y a des gens qui ont mesuré l'efficacité du télétravail versus le travail au bureau. Mais moi, je sais qu'en tant que manager, dans ma vie précédente, où j'avais un bureau, entre guillemets, à moi, tout le monde passait sa tête toutes les 2 secondes. J'avais quelqu'un qui me disait j'ai juste une petite question à te poser. Et c'était toute ma journée comme ça. Du coup, c'était compliqué quand même. Alors qu'aujourd'hui, voilà, ça n'arrive plus. Non, et puis moi, regarde, quand j'essaye de t'appeler sur ton portable, quand tu étais au bureau, tu répondais jamais. Et depuis que tu es en télétravail, j'appelle, tu réponds tout de suite. Magnifique. C'est génial. Mais est-ce que finalement, la question que j'ai envie de poser, est-ce que finalement tout ça, c'est passager ou est-ce que c'est durable? Parce qu'on voit quand même, notamment en région parisienne, que les entreprises ont massivement fait revenir les salariés en entreprise. Bon, là, effectivement, avec la reprise de l'épidémie,
elles vont peut-être mettre un peu plus de télétravail, puisque là, le gouvernement appelle à 3 jours de télétravail par semaine. Mais est-ce que vous pensez que si demain la crise était mieux maîtrisée, est-ce que vous ne pensez pas que les entreprises vont revenir à leurs anciennes méthodes? Moi, je pense que c'est le cours de l'histoire. On ne reviendra pas, même s'il y a beaucoup d'entreprises, là, je vois dans le chat, qui sont où la culture du présentéisme est forte. C'est quelque part dépassé. On ne reviendra pas en arrière et on ne sera jamais dans le modèle full remote pour toutes les entreprises parce que ce n'est pas possible. Le modèle hybride où chacun déplace le curseur comme il veut, je pense que on ne reviendra pas en arrière de ça. C'est le cours de l'histoire. Comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, passer en full remote, forcément, ça l'a un peu paniqué sur le moment. Je pense qu'au moment où tu le fais, ça peut être, tu peux éventuellement avoir de la perte et de la casse, parce que tous les salariés vont pas forcément adhérer. Mais après, une fois que tu es en place, de toute façon, tu vas recruter des profils qui sont en attente de ça. Donc après, il n'y a plus de problème. Exactement. C'est tout à fait ce qui nous est arrivé. Le fait est qu'on a plutôt de la chance, je dois l'avouer, mais on n'a pas eu de casse au moment de cette prise de décision. Mais on a eu des personnes qui étaient plus engagées, en tout cas sur la partie remote, après qu'on ait pris cette décision, puisqu'on recrutait des personnes qui étaient en phase avec ce modèle-là. Donc, c'était plus facile de les onboarder à ce moment-là, puisqu'ils savaient plus ou moins à quoi s'attendre. Après, la casse, ça se mesure aussi. Tu vois, si Smart Recruiter avait fait ça avec 500 salariés, c'est différent. Chez Assessforce, vous êtes un peu moins. Donc quand on a pris la décision, on était 60, 65. Voilà, c'est plus facile à cette taille d'entreprise de faire une révolution que quand chez Veolia. 500, ça me paraît plus compliqué. Après, Driss, je vois, on s'éloigne un peu de la marque employeur, mais je vois Driss qui parle du management, que c'est un échec par rapport au management. Oui, c'est un échec pour les entreprises qui ont mis en place un micro-management en place. Je pense que, je le disais tout à l'heure, il y a une vraie adaptation des managers et ceux qui font du contrôle des tâches et du micro-management, c'est ceux-là qui sont perdus. Et on est il faut faire confiance et il faut avoir des collaborateurs qui sont formés, autonomes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont indépendants, mais qui sont autonomes dans leur travail et qui savent ce qu'ils ont à faire par rapport à des objectifs. Et ça passe par beaucoup de confiance, ça passe par un management qui va être différent, ça passe par des one-to-one qui vont être différents quand il y a un chef qui est au-dessus de votre épaule au bureau. Donc, je pense, tout ça, c'est des adaptations et c'est justement une tâche importante, c'est un rôle important des managers dans les organisations pour le mettre en place. Je pense que c'est un échec dans les entreprises où les gens s'attendent à être tout le temps fliqués et contrôlés et du coup, ils n'ont pas un comportement, on va dire, responsable ou adulte. Et à l'inverse, les boîtes qui sont, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, Assess First, mais voilà, quand on est dans un mode où on a des gens autonomes, on fait confiance, je pense que ce n'est pas du tout un souci d'être en remote, quoi. Non, pas du tout, en effet. Comme notre modèle, c'est de nous baser justement sur la personnalité et les soft skills des personnes pour les recruter, on a un ADN commun, en tout cas en termes d'autonomie normalement, et d'indépendance même, qui est assez fort et commun à tous. Donc, c'était plutôt assez naturel pour nous de prendre le pli. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais un petit peu plus tôt sur la partie on a eu cette transformation et on ne pourra pas revenir au modèle d'avant. Le fait est que malheureusement, je pense que quoi qu'il advienne, on aura toujours des irréductibles gaulois qui voudront rester en présentiel 5 jours sur 5, malgré la tendance globale qui est d'aller vers le télétravail, la flexibilité, etc. Alors, c'est dommage parce que, honnêtement, la Covid, elle a eu quand même énormément d'aspects négatifs et ça, on ne peut pas le nier. Mais si on peut bien tirer quelque chose de positif à ça, à cette crise qu'on est toujours en train de vivre, c'est justement la transformation un petit peu des modes de travail. Et certaines entreprises n'ont pas pris cette opportunité de suivre le mouvement. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont décidé de ne pas proposer de télétravail, sauf pour certaines populations tech, par exemple, parce qu'elles sont en train de réaliser qu'il y a certaines populations de métiers, de personnes qui se sont dit tu ne me proposes pas de télétravail, je ne viendrai pas chez toi. Ah bah zut, c'est un métier en tension, j'ai pas le choix, donc je vais m'adapter. Donc peut-être qu'à force, avec le temps, il y a d'autres populations de métiers qui vont dire « Ah, tu ne me proposes pas ce genre de flexibilité, je ne peux pas habiter à Bordeaux alors que ton siège il est à Paris. » C'est pas de problème. Il y a 5 autres entreprises avec qui je travaille qui me proposent cette alternative flexible ou qui me proposent peut-être 2 jours par semaine, etc. Donc, je pense que ça a demandé beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour que ces entreprises, elles avancent sur le sujet.
Puis il reste évidemment tous les métiers qui ne sont pas télétravaillables. Hein. Vous Voilà, c'est êtes ça. vendeuse en boutique, vous resterez vendeuse en boutique. À l'inverse, le médecin, il y a 10 ans, on vous aurait dit qu'on faisait des visios avec un médecin, personne ne l'aurait cru. Voilà. Donc il y a plein de métiers qui sont aussi en train d'évoluer, même si paradoxalement, on se dit le dentiste, il faut forcément y aller chez le dentiste, alors que voilà, malgré tout ça, aujourd'hui, on fait quand même des visios avec son médecin, simplement pour renouveler une ordonnance ou autre. Donc voilà, tout évolue, il faut s'adapter à ça. Évidemment, le modèle n'est pas transposable pour tout le monde et toutes les entreprises. Par contre, je reste persuadé que cette tendance, elle va perdurer pour beaucoup de métiers. Mais ça a quand même créé aussi des inégalités, le télétravail, parce que là, quand Bénédicte nous dit tous les postes ne sont pas télétravaillables, beaucoup de difficultés à recruter des postes opérationnels sur site de production. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ne peuvent pas télétravailler, dans les domaines comme l'hôtellerie, la restauration, la prod, les usines, etc., quelque part, elles se disent merde, les collègues du siège, ils sont en télétravail et nous, on doit y aller, quoi. Et qu'est-ce qu'on a comme avantage par rapport à avant ? Eux, ils sont assis chez eux en train de bosser. Nous, on est à l'usine, quoi. Enfin, je schématise, mais ça crée aussi une inégalité à ce niveau-là. Et à un moment donné, il va falloir aussi traiter ces populations. Beaucoup de nos clients dans les BTP ou autres imposent au siège aux gens de venir par peur effectivement, une sorte de discrimination entre ceux qui peuvent rester chez eux et ceux qui sont obligés d'aller sur les chantiers. Donc ça, c'est pas évident. Après, il y a aussi des gens qui préfèrent travailler au bureau parce que chez eux, les conditions sont pas bonnes, il y a des petits enfants en bas âge, ou il n'y a pas assez de place, ou enfin, pour X raisons, il y a aussi des gens qui veulent aller au bureau parce qu'ils se sentent mieux au bureau, ils se mettent dans un esprit, à partir du moment où ils sortent de chez eux, ils se mettent en mode travail et ainsi de suite. Donc, c'est pas évident, le télétravail non plus. Je pense que pour les jeunes qui soient formés, c'est pas facile. Donc, voilà. Tu as raison, Christophe, revenons au sujet de la marque employeur, on peut digresser. Juste un point important là aussi, c'est pas très nouveau, mais c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voulait vous montrer, c'était l'importance des outils et en quoi les outils peuvent vous aider autour des enjeux RH et des enjeux de la marque employeur. Alors, on parle souvent de marketing, on parle souvent de stratégie d'entreprise, on parle des ressources humaines et au milieu de tout ça, on a ce métier du marketing RH. Alors, suivant les périodes, suivant les tendances, on va parler de marketing RH, on va parler de communication, on va parler de marque employeur. Nous, dans notre solution, on a un module qui s'appelle du CRM, du Candidate Relationship Management, pour permettre aux community managers, donc aux gens qui vont animer une communauté de talents, d'avoir comme du marketing client, en fait, avoir une cible de candidats. Sur cette cible de candidats, on va l'animer, leur envoyer des messages, répondre, faire des campagnes, diffuser de l'information. Et ça, c'est du marketing RH. Donc, on a un comportement où on attend des recruteurs qui vont marketer leur entreprise, ils vont marketer leur job, leur offre pour attirer les talents. Donc là, on est vraiment dans un métier à la limite entre le marketing et les ressources humaines. Et je pense qu'aujourd'hui, les RH sont de plus en plus des représentants de leur organisation et sont les premiers à vendre leur boutique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le marketing, il y a les RH, il y a les vendeurs, il y a tout ce que vous voulez, mais dans la plupart des entreprises, le premier interlocuteur vers l'extérieur, c'est le RH, le recruteur qui va promouvoir sa structure, puisqu'aujourd'hui, on est quasiment dans 50-50. Avant, on demandait aux candidats, dites-nous qui vous êtes, on va voir si vous êtes assez bien pour rentrer chez nous. Je pense qu'aujourd'hui, l'équilibre, il y a un petit équilibre quand même entre le candidat et l'entreprise où 50% de l'entretien, c'est le candidat qui dit ce qu'il veut faire et comment est-ce qu'il est bon pour le job, et les 50 autres pourcents, c'est l'entreprise qui se vend aussi au candidat en disant « tu devrais me rejoindre parce qu'on est une super boîte ». Donc, je pense qu'il y a un équilibre aussi là-dessus ça m'intéresse d'avoir d'ailleurs l'avis des gens. Aurélie, je te laisse conclure. Aurélie, je te laisse le mot de la fin. Yes, bien sûr. Pour compléter ce que Eric disait justement sur les différents outils, la marque employeur, ça passe aussi par l'expérience qu'on propose aux candidats, les nouvelles méthodes de recrutement qu'on peut adopter. Et typiquement, nous, chez Assessforce, notre outil, il nous aide bien en ce sens, puisqu'on propose justement une méthode un petit peu différente qui se base autrement que sur l'expérience professionnelle, la formation pour nos recrutements. On se base sur... on a des profils, vraiment une très grande diversité de profils avec des backgrounds complètement différents chez Assess First. Et justement, passer par des questionnaires, c'est proposer une expérience différente, donner du feedback immédiat, c'est aussi aujourd'hui ce que les candidats ils attendent. Ils attendent davantage d'interactivité, davantage de qualité de la relation et de l'échange avec les recruteurs et les RH en l'occurrence.
Moi, c'est quelque chose que j'arrive à retrouver avec l'application que j'utilise aujourd'hui. Mais peut-être pour faire une conclusion plus globale, j'ai quand même l'impression aujourd'hui qu'il y a une vraie prise de conscience sur la partie marque employeur. Que autant à l'époque, c'était un concept un peu flou, un peu complexe, on ne savait pas trop comment initier les changements sur la partie marque employeur. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus concret, on en parle davantage, il y a des bonnes practices qui se partagent auprès de la population RH et recruteurs, et que on répond peut-être un petit peu plus réellement, je dirais, même si je vois un message qui dit parfois il s'agit seulement d'une belle façade. C'est vrai, malheureusement, c'est possible. On le disait quand on a préparé le call de ce matin avec Christophe, c'est un vrai processus en entreprise dans plein de sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une personne qui est nommée responsable marque employeur. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises où il y a un process qui est mis en place, il y a une vraie stratégie autour de la marque employeur. Elle est alignée depuis le comité de direction jusqu'aux salariés. Donc, pour moi, c'est un vrai process dans beaucoup d'entreprises. Et puis cette marque employeur, pour conclure, une fois qu'on a mis en place cette stratégie, bien évidemment, il faut outiller la stratégie, Eric et Aurélie, et notamment avec des solutions comme celle d'Assess First ou de Smart Recruiters qui va accompagner tout le process de recrutement. Parce qu'avoir une stratégie de marque employeur sans outils pour porter cette stratégie, c'est pas très viable aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Ça risque d'être compliqué, quoi. Ça marche, super. Maintenant, on va accueillir Camille et Emmanuel pour parler justement de leurs exemples d'entreprise, Kiabi et le groupe Verona. Je vous remercie, Eric et Merci à tous. À tout à l'heure. Eric, dans une petite demi-heure. Merci. Merci à tous. À tout à l'heure. Alors, le temps de connecter Camille. Et je ne sais pas si Emmanuel est déjà parti.